au semestre qui va traiter des atomes polyélectroniques. Il faut dire que jusqu'à présent, nous avons travaillé avec des systèmes monoélectroniques, à savoir l'hydrogène et les hydrogènes. À partir de maintenant, nous allons étudier les systèmes polyélectroniques. Et en introduction de ceci, l'état du système, on le sait, est décrit par sa fonction d'onde. On l'a dit à plusieurs reprises, il suffit de résoudre l'équation de Schrödinger pour avoir la fonction d'onde qui permet d'étudier l'état du système. Et mais on sait que cette équation, on l'a dit, n'a de solution exacte que pour les systèmes monoélectroniques à une particule. C'est la raison pour laquelle on n'avait aucun problème pour avoir la fonction d'onde ou les fonctions d'onde de l'électron dans ses différents états ou la fonction d'onde des hydrogénides. Pour déterminer la fonction d'onde des systèmes à plusieurs électrons, nous devons chercher des solutions approchées. Car comme on l'a dit tout à l'heure, il n'existe de solution exacte que pour les systèmes à une particule. Donc, pour les systèmes à plusieurs particules, on est obligé, dans la résolution de l'équation de Schrödinger, de faire des approximations. Ces approximations, bien sûr, vont nous permettre d'avoir des fonctions d'onde qui décrivent dans très bonnes conditions, avec une probabilité très élevée, l'état des systèmes. Pour montrer la complexité des systèmes polyélectroniques, on voit le cas de l'hélium. Et pourquoi l'hélium? Parce que l'hélium, c'est le système polyélectronique le plus simple. L'hélium, c'est un système à 3 particules, un noyau, on a 3 particules, un noyau et 2 électrons. Et bon, c'est le système, bien sûr, on l'a dit, le système polyélectronique le plus simple. Voilà ce qu'on a du point de vue de l'électron. Pointeur laser. Donc nous avons le noyau ici, de masse grand M, 2 électrons de masse ME, bien sûr chargés chacun de moins E. Ici, la distance entre le noyau et le premier électron, c'est R1, et celle avec le deuxième électron, M2. L'énergie potentielle du système, il faudra tenir compte de l'énergie potentielle de répulsion entre les électrons, puisque deux charges de même signe se repoussent. On tient compte de l'énergie potentielle d'attraction entre le noyau et les électrons, et chacun des 2 électrons. Et bien sûr, l'énergie potentielle totale, c'est la somme des 3 énergies potentielles que nous avons ici. Les 2 énergies potentielles d'attraction entre le noyau et les électrons, et l'énergie potentielle de répulsion entre les électrons. Donc voici l'énergie potentielle du système. Dans le cas de l'hélium, en tenant compte juste de son noyau et des électrons qui tournent autour de lui. L'énergie cinétique du système, bien sûr, est la somme des énergies cinétiques des électrons. Ici, dans ce cas, c'est l'une des premières approximations que nous allons faire. On suppose le noyau immobile. On l'a vu dans le chapitre précédent de l'étude. Donc EC, c'est l'énergie potentielle de l'électron 1 plus l'énergie potentielle de l'électron 1 demi de P1 carré sur 2ME, 1 demi de P2 carré plus 2ME. L'énergie totale du système, bien sûr, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc voici dans le cas de l'hélium, de l'atome le plus simple, l'énergie totale, l'énergie du système. L'équation de Schrödinger, que nous avons déjà rencontrée dans les 2 derniers chapitres, s'écrit l'hamiltonien de Psi, qui dépend bien sûr des coordonnées d'espace des 2 électrons, x1, y1, z1 pour l'électron 1, x2, y2, z2 pour l'électron 2, énergie totale, la fonction d'onde. Donc c'est ça qu'il faut résoudre pour avoir la fonction d'onde de l'atome d'hélium. Si vous regardez cette fonction d'onde, elle dépend des 6 coordonnées d'espace des 2 électrons, les xi, et les xi, les yi et les zi, des 6 coordonnées d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une équation à 6 inconnus.
puisque pour avoir l'état de l'électron, l'état du système, l'état de l'électron, il faut connaître ses coordonnées. Donc, on a une équation avec 6 inconnus. Donc, pour un système à n électrons, on aura 3n coordonnées d'électrons, on aura 3n inconnus. Donc, vous avez une équation à n inconnus ne peut pas avoir une solution simple. Donc, ça, c'était pour mettre en évidence la complexité des systèmes polyélectroniques. Je rappelle que pour avoir l'état de système, il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Et cette équation de Schrödinger n'a de solution exacte que pour les systèmes à une particule. Donc, dès qu'on prend le système le plus simple, c'est-à-dire l'hélium, on se retrouve avec 6 inconnus pour une équation. De ce fait, pour résoudre le problème, nous allons commencer à faire des approximations qui permettent d'avoir une résolution approchée de l'équation de Schrödinger. La première des approximations, c'est, on l'a déjà dit, le noyau est supposé immobile. D'accord? Et ça, on l'a vu dans le chapitre 3. La masse réduite du système, c'est égal à la masse de l'électron. N'oubliez pas que la masse réduite, c'était m électron, m noyau sur m électron, m noyau. Comme la masse du noyau et de l'électron sera négligeable devant la masse de l'électron, simple, il reste la masse de l'électron. Donc, le noyau est supposé immobile. Et la conséquence de ceci, c'est que le système, la masse réduite équivaut à la masse de l'électron. On néglige aussi la répulsion entre les électrons. Donc, l'énergie, on a déterminé l'énergie potentielle de répulsion. On suppose que cette répulsion est négligeable devant les autres énergies. Devant l'attraction, surtout devant l'attraction du noyau, sur les électrons. C'est-à-dire, chaque électron est indépendant de l'autre et décrit sa propre fonction d'onde. La fonction d'onde de l'électron I peut être différente de la fonction d'onde. Il n'y a aucune relation entre les deux électrons, répulsion négligeable. Chaque électron est indépendant l'un de l'autre et décrit sa propre fonction d'onde psi. Et bien sûr, à son propre énergie. Donc, dire que la répulsion, la conséquence de négliger la répulsion entre les électrons est que chaque électron est indépendant de l'autre, chaque électron décrit sa propre fonction d'onde psi, et bien sûr, chaque électron a son propre énergie EI, qu'on appelle énergie électronique. Donc, à partir de ces approximations maintenant, il y a une approximation principale qu'on verra plus tard. Avec ces approximations, la fonction d'onde globale de l'atome est le produit de n fonctions d'onde psi des électrons. Puisque chaque électron est indépendant de l'autre, chaque électron a sa propre fonction d'onde. La fonction d'onde globale de l'électron, ce sera le produit des n fonctions d'onde. D'accord? Phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5. Bien sûr, comme on a dit aussi, chaque électron a sa propre énergie. L'énergie globale aussi, c'est la somme des n énergies. E1 plus E2 plus 3 jusqu'à En. Donc ça, c'est la conséquence du fait que les électrons, la répulsion entre les électrons est négligeable. C'est-à-dire, conséquence, chaque électron a sa propre énergie, chaque électron est indépendant de l'autre, chaque électron est décrit par sa propre fonction d'onde phi. Avec ces approximations, l'équation de Schrödinger devient un système de Z-équation monoélectronique. Ça veut dire que ici, ce sera l'une des dernières approximations, le noyau est en interaction, l'interaction du noyau sur un électron peut être quantifiée. Donc, l'équation devient un système de Z-équation monoélectronique, indépendante des unes des autres, ayant des solutions identiques à celles des atomes d'hydrogène et des hydrogènes. Des solutions identiques à un système monoélectronique. Comme il n'y a pas d'interaction entre les électrons, l'interaction se fait juste entre le noyau et l'électron. Donc, pour chaque électron, on pourra déterminer une équation, son équation monoélectronique. L'équation de Schrödinger, bien sûr. Donc, on l'écrit pour chaque électron, on a H, qui est l'hamiltonien
électronique pour un électron donné, phi i qui est la fonction d'onde monoélectronique, mi bien sûr la particule ou la position, E, psi, E c'est l'énergie électronique. Donc l'équation de Schrödinger peut être transformée à partir de ces approximations à n équations indépendantes monoélectroniques. Donc ce qui va permettre de résoudre chacune des électrons indépendamment de l'autre. Bien sûr, E est enfin l'énergie, et de ce fait, EI, l'énergie électronique, est en fait l'énergie de l'orbital définie par phi. On l'a déjà vu dans le chapitre précédent, même dans le deuxième, troisième chapitre. L'électron n'a pas une énergie propre, qui lui est propre, l'énergie, et l'électron prend l'énergie du niveau où il se trouve. Donc l'énergie d'un électron, c'est l'énergie du niveau où il se trouve, et on avait vu que en réalité, cette énergie, c'est une orbitale atomique. Donc, l'énergie de l'électron, ce sera l'énergie de l'orbitale atomique. Et cette orbitale va être définie par la fonction d'onde phi. N'oubliez pas que dans le chapitre précédent, on avait bien montré que la fonction d'onde, l'orbitale atomique ou le triplet des trois nombres quantiques définit en fait la même grandeur chimique ou physique. L'une des trois, la dernière approximation, on l'a déjà dit, un numéro atomique dit efficace, Z étoile ou ZF, est affecté à chaque électron. Ça veut dire que chaque électron est attiré par le noyau avec sa propre charge électronique qu'on appelle efficace. D'accord? Ça veut dire que cet électron-là, il est attiré par le noyau avec une charge différente de cet électron-là, et une charge encore différente de cet électron-là. Chaque électron, le noyau interagit avec chaque électron différemment. Chaque électron est attiré avec une charge Z étoile. Je vous rappelle que dans le cas des hydrogénides et de l'hydrogène, toute la charge du noyau était concentrée sur un électron. Toute la charge du noyau Z. Ici, dans le cas d'un système polyélectronique, le noyau interagit avec tous les électrons. Donc, la charge du noyau n'est pas directement affectée à un électron, mais est partagée entre tous les électrons de l'atome. Tous les électrons de l'atome. Donc, pour chaque électron maintenant, on va dire qu'il y a une charge spécifique qu'on appelle Z étoile ou Z efficace qui lui est affecté, bien sûr. Qui lui est affecté. Donc, si vous prenez ici, si on prend le cas de cet électron, il ne reçoit pas toute la charge du noyau, parce qu'entre lui et le noyau, vous avez un ensemble d'électrons. Donc, on dit que c'est comme si ces électrons faisaient écran à l'électron que nous avons ici. Donc, la charge perçue par cet électron est différente de la charge du noyau. En fait, cet électron perçoit une charge beaucoup plus petite que la charge du noyau. Donc, c'est cette portion de charge qui s'applique sur cet électron-là qu'on appelle Z effective ou Z efficace. Donc, je répète, si vous prenez cet électron-là, toute la charge du noyau n'est pas concentrée sur cet électron. C'est comme si ces électrons qui sont entre lui et le noyau lui faisaient un écran, parce qu'une partie de la charge sera affectée à ces électrons. Donc cet électron en bleu là ici ne perçoit qu'une partie de la charge du noyau. C'est cette partie de la charge du noyau perçue par cet électron qu'on appelle charge efficace. ZI représente la charge réelle exercée par le noyau sur un électron I donné. Ce qu'on a fait pour l'électron bleu, on aurait pu faire ça pour l'électron vert, ce deuxième électron. Donc pour chaque électron, on peut déterminer une charge réelle qu'on appelle charge efficace. Bien sûr, cette charge efficace, c'est la charge totale du noyau moins sigma I. Cette efficace, cette effective, c'est la charge totale du noyau moins. Ça veut dire quelle est la charge perçue par l'électron I, c'est la charge totale du noyau moins ce que représente sigma I, c'est la charge exercée par le noyau sur tous les électrons sauf l'électron I.
le noyau exerce ici une autre charge ici, une autre charge ici, une autre charge ici. On fait la somme de toutes ces charges-là, on les déduit de la charge totale et vous avez la charge sur l'électron I. Donc Z, nombre de charges du noyau ou charge du noyau, Z étoile, charge effective sur l'électron I, l'électron que l'on étudie, et sigma, charge du noyau sur les Z électrons. Donc la charge sigma I, c'est la charge qu'exerce le noyau sur les Z-1 électrons. Ça veut dire tous les électrons du noyau, tous les électrons de l'atome, sauf l'électron I. Z effective, Z total, moins sigma I. On rappelle, pour l'hydrogène et les hydrogénides, l'énergie de l'électron dépend uniquement de N. E de l'électron, En, moins E0, Z carré sur N carré. Vous voyez qu'ici, toute la charge du noyau s'exerçait sur le noyau, pour l'hydrogène et les hydrogènes, parce qu'on a un seul électron et la charge totale du noyau s'exerce sur cet électron. Pour les systèmes polyélectroniques, l'énergie d'un électron est fonction de N et de L. Ça dépend que de la position de l'électron, ça dépend aussi de la position de l'électron et de l'orbital atomique où se trouve l'électron. Puisqu'on a plusieurs, il y a un électron qui est sur la couche 1, des électrons sur la couche 2, des électrons sur la couche 3. Mais dans la couche 2, vous avez des orbitales S, des orbitales P. Sur la couche 3, vous avez des orbitales S, des orbitales P, des orbitales D. Donc l'énergie dépendra de la position de l'électron dans l'atome, ça veut dire de son nombre quantique principal et de l'orbital atomique où il se trouve. Donc on écrira de la même façon, par analogie, puisque n'oubliez pas, après les trois approximations, qu'est-ce qu'on a? On a des systèmes monoélectroniques qui donnent des solutions identiques à ce qu'on avait obtenu dans le cas de l'hydrogène. Ce qui va changer, bien sûr, c'est la charge effective sur un électron n'est plus la charge totale du noyau. Et bien sûr, l'énergie va dépendre du niveau et de l'orbital atomique où se trouve cet électron. Donc voici l'énergie d'un électron dans un système polyélectrique. L'énergie d'un électron dans un atome polyélectronique. De ce fait, deux états de même nombre quantique n, mais de nombre quantique ajouté par L différents, n'ont pas la même énergie. Donc, on a deux orbitales sur la même couche, on peut avoir deux orbitales sur la même couche, sur le même niveau, mais ces deux orbitales-là auront des nombres quantiques asymptotes différents, donc n'auront pas la même énergie. Même N, mais des PZ différents, puisqu'on peut être sur le même niveau sans avoir la même attraction exercée par le noyau sur ces deux électrons. Donc, par exemple, E de 2S, l'énergie de l'orbital 2S est inférieure à l'énergie de l'orbital 2P. J'aurais pu mettre juste différent pour le moment, on verra ça pourquoi c'est différent. L'énergie de 2S est différente de l'énergie de 2P. De la même façon, l'énergie de 3S est différente de l'énergie de 3P qui est différente de l'énergie de 3D. Donc, nous allons nous arrêter ici pour la première partie du cours. La suite du chapitre sera donnée après. Merci de votre attention et à tout à l'heure.